Qu'est-ce que tu cherches? Le 15 et 16 avril 2019, un gigantesque incendie détruit la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi qu'une grande part de sa charpente et de sa toiture. La flèche en flammes s'effondre au travers de la voûte dans la nef de la cathédrale. L'intervention de plusieurs centaines de pompiers parviendra au bout d'une nuit d'efforts à sauver le reste de l'édifice. Il s'agit du plus gros sinistre de l'histoire de cet édifice emblématique de la capitale française. Cet incendie est une catastrophe historique, architecturale et culturelle, mais elle représente aussi une opportunité, celle de pouvoir étudier les échantillons de bois carbonisés ou préservés de la charpente de la cathédrale qui, en raison de son importance historique, n'avait jamais pu être soumis à des examens scientifiques jusque-là. Aujourd'hui, dans notre podcast « Qu'est-ce que tu cherches ?», nous avons le plaisir de recevoir Alexa Dufraisse, archéobotaniste au laboratoire d'archéozoologie et d'archéobotanique Société Pratique et Environnement, sous les tutelles du CNRS et du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Bonjour Alexa. Bonjour Pierre. Alexa, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? On vient d'entendre le prélèvement d'un arbre à la tarière de Pressler. Donc c'est une sorte de gros tire-bouchon à partir duquel on prélève une carotte de bois. Donc lorsqu'on fait ce prélèvement, ça fait un son assez particulier qui, pour moi, n'est pas très agréable, qui évoque toujours un arbre qui pleure. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout fatal pour l'arbre. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tes recherches portent actuellement ? Je suis archéobotaniste, donc c'est l'étude des restes végétaux en contexte archéologique. Et ma spécialité, c'est l'étude des bois carbonisés, puisque les bois, une fois carbonisés, se conservent très bien dans les sédiments et sur le temps long. Et donc en particulier ici, toi tu travailles sur le bois carbonisé de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame, c'est ça ? C'est ça, je travaille, mais avec beaucoup de collègues, puisqu'on est un groupe de 70 personnes, spécialisées dans des domaines très différents, donc aussi bien archéologie, histoire, spécialité sur les arbres vivants ou archéologie, carbonisés ou non carbonisés. On a également des dateurs, des généticiens, des paléoclimatologues. Alors on le disait, tous ces bois sont carbonisés ou non. Pourquoi est-ce que tout n'a pas été carbonisé ? Les bois de la charpente sont dans un état de carbonisation très hétérogène. Certains sont juste noircis en surface et d'autres carbonisés à cœur. Lorsque la flèche s'est effondrée, une partie de la charpente est tombée dans la nef, qui a été très rapidement arrosée par les pompiers, ce qui a permis de les préserver en partie. En revanche, tous les bois qui sont restés sur la voûte, eux, sont relativement très abîmés. On estime que 5 à 10%, qu'il reste 5 à 10% des bois médiévaux aujourd'hui. Et c'est ceux-là les plus importants ? C'est les moins bien documentés. Pourquoi est-ce que personne n'avait étudié justement ces pièces de bois avant ? En réalité, quelques personnes ont étudié ces pièces de bois, mais pas du tout à vocation archéologique. Dans les années 90, il y a eu d'abord des prélèvements dendrochronologiques sur une soixantaine d'éléments, donc sur les 1000, c'est vraiment très minime, pour réaliser un référentiel de datation dendrochronologique. Et puis, dans les années 2014-2015, il y a eu un relevé architectural réalisé par Rémi Fromont et Cédric Transo pour diagnostiquer l'état sanitaire de cette charpente. Il faut savoir que Rémi Fromont est actuellement l'un des architectes en chef de cette cathédrale. Et sans ce relevé, aujourd'hui, on ne pourrait pas travailler et elle n'aurait pas non plus pu être reconstruite à l'identique. Et vos techniques d'analyse à vous, elles sont destructrices, c'est ça ? C'est ça, elles sont destructrices. Il n'est pas question, évidemment, de prélever des morceaux de bois ou des rondelles dans une charpente qui date de 800 ans. Justement, ces échantillons, comment est-ce qu'on les prélève ? Avant de les prélever, on les observe. On fait des mesures, on réalise des schémas, on prend des photos, on fait même des modèles en 3 dimensions pour conserver une mémoire patrimoniale. Et justement, parce qu'ensuite, on va les découper. On découpe des rondelles, certaines sont destinées à la mesure des cernes, donc à la datation, et d'autres vont être envoyées dans des laboratoires pour l'étude de la provenance géographique ou encore le climat. Des analyses donc chimiques ? C'est ça, on réalise des analyses chimiques et isotopiques. Donc, on parle notamment du carbone, de l'oxygène, du strontium.
Tu peux me rappeler un isotope, ce que c'est ? Un isotope, c'est toujours le même élément, mais le noyau ne comporte pas le même nombre de neutrons. Alors, qu'est-ce que ces analyses révèlent ? Par exemple, l'étude des isotopes de l'oxygène permet de remonter aux conditions climatiques et notamment à la température atmosphérique ou encore à l'humidité atmosphérique. Les isotopes du carbone, eux, vont plutôt être un indicateur du stress hydrique, donc de la rétention en eau dans le sol. Et enfin, les isotopes du strontium vont être un indicateur de la provenance géographique des bois. Et est-ce que justement le fait que ce bois soit carbonisé gêne ou altère ces mesures ? Oui, complètement. C'est d'ailleurs c'est l'étape préliminaire de toutes ces études, évaluer l'effet de la carbonisation sur ces isotopes. Si on regarde les isotopes du strontium, il n'y a aucune altération, on peut les utiliser sans aucun problème. À l'inverse, lorsqu'on étudie les isotopes de l'oxygène sur des bois carbonisés, ils ne sont absolument plus fiables. Les isotopes du carbone, on est dans un état intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a des modifications, mais que l'on sait corriger. Qu'est-ce que tu as comme résultat ? Par exemple, l'analyse isotopique du strontium a permis d'apporter des indications sur l'origine géographique des bois. Avant ce travail, on pensait que les bois utilisés provenaient uniquement du chapitre de Notre-Dame, qu'il n'y avait qu'une seule provenance. En réalité, il y en a plusieurs, à la fois au sein d'une période chronologique et tout au long de la construction. On a également retrouvé sur certains bois, donc 8 à l'heure actuelle, ce qu'on appelle des trous de flottage. Cela résulte de l'assemblage de ces bois sous forme de radeaux pour être transportés par voie fluviale. Ils sont datés de différentes périodes, mais le plus ancien date de 1189. Or, aucune archive textuelle ne relate une telle technique pour l'époque. La plus ancienne date de 1399, ce qui fait qu'en réalité, on gagne 2 siècles. Est-ce qu'on a d'autres résultats encore ? Effectivement, il y a d'autres résultats, il y en a de nombreux autres, et certaines permettent même de revenir sur certaines idées reçues. Suite à l'incendie, on a beaucoup entendu parler de bois pluricentenaires, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des arbres qui ont une centaine d'années, qui ne sont pas plus élancés que ça. On a même entendu parler de sylviculture. Or, jusqu'à présent, nous n'avons aucune trace, aucun indice de sylviculture. Et cela permet de mieux comprendre aussi la gestion des territoires forestiers. Il faut savoir qu'on est dans un contexte particulier, c'est l'optimum climatique médiéval, et c'est aussi la période des grands défrichements parce qu'on a un essor démographique important. Alors, est-ce que ça donne des indications, tu l'as dit, sur l'évolution climatique de la France ? Oui, l'étude des isotopes de l'oxygène a été réalisée sur une séquence de 200 ans, entre 1046 et 1240, à partir des bois de Notre-Dame et d'autres sites. Et ils ont révélé des informations, par exemple sur la fréquence des événements extrêmes, ou encore sur le réchauffement climatique. Par exemple, en 200 ans, on a gagné sur cette période plus 0,8 degrés. Donc on a bien un réchauffement climatique, mais qui est très lent, qui est très modéré et qui n'est absolument pas comparable à ce que l'on vit aujourd'hui, à savoir 2,6 degrés en 60 ans. Et si on parlait de toi maintenant, quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivée à ton travail de chercheuse aujourd'hui ? Alors j'ai réalisé un bac D, c'est-à-dire de SVT. J'ai enchaîné sur la faculté avec des études toujours de biologie et de sciences de la Terre. Et puis, j'ai voulu faire un DEA de paléontologie, mais je n'avais pas la mention qu'il fallait. Et comme en parallèle, depuis l'âge de 15 ans, je réalise des fouilles archéologiques, j'ai tenté un DEA qui venait justement d'être créé, qui était intitulé Archéologie et environnement, en espérant que mes compétences me permettent d'apporter, mes compétences en biologie me permettent d'apporter ou d'enrichir un peu l'archéologie. Au départ, j'ai voulu faire de la palynologie en postulant sur ce DEA, et puis finalement, mes encadrants m'ont dirigé vers l'anthracologie. Palynologie et anthracologie, qu'est-ce que c'est ? La palynologie, c'est l'étude des grains de pollen et des spores. Cela permet de restituer l'histoire de la végétation, donc c'est pas très loin de l'anthracologie, alors que l'anthracologie, c'est l'étude des bois carbonisés en contexte archéologique. C'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça. Et une journée de chercheuse, comment se passe une journée type chez toi ?
Alors, je fais partie des gens qui ont besoin d'un petit déjeuner relativement copieux. Ensuite, je promène mon chien parce que c'est aussi le moment où j'organise les idées, le plan de l'organisation de la journée, et où aussi parfois je me souviens de ce que j'ai oublié. Voilà. Et puis ensuite, je commence par trier mes mails. On est envahi par les mails. Je pense que pour un petit calcul, je m'étais amusée. Ça représente quasiment une journée de travail par semaine. Et ensuite, je me mets enfin au travail. Donc, je suis censée étudier mon matériel d'étude, donc des charbons, écrire des articles. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, on est plutôt pris par la conceptualisation de projets, la recherche de financement, des encadrements de thèses, par exemple, comme c'est le cas pour Notre-Dame. Et puis, il y a aussi toutes les charges collectives, toujours scientifiques, mais qui mangent beaucoup de temps. Et toi, en particulier, tu coordonnes justement les 70 personnes du projet Quasimodo sur lequel tu travailles. Voilà, c'est ça, dans le cadre de Notre-Dame, oui. Est-ce que tu as une anecdote de travail ? Alors, l'anecdote, elle est toujours en relation avec Notre-Dame. C'était le jour de l'incendie. J'étais au bureau, donc au Muséum d'histoire naturelle. Et un étudiant dans mon bureau me dit qu'il voit sur son téléphone portable qu'il y a un incendie à Notre-Dame, ce à quoi je n'ai absolument pas cru. Et puis, j'ai continué à travailler normalement. En rentrant chez moi, en passant par le pont d'Austerlitz, j'ai vu l'incendie, ce qui m'a quand même émue, parce que j'ai grandi dans ce quartier en partie. Et puis, bizarrement, je n'ai absolument pas pensé à mon travail. Et c'est seulement le lendemain matin, en arrivant au laboratoire, que les collègues m'ont dit « ça doit vachement t'intéresser ». Et puis, j'ai seulement pris conscience à ce moment-là que ça me concernait en partie. Est-ce qu'il y a des avancées significatives dans ta discipline en ce moment ? Oui, et d'ailleurs, on en a déjà un petit peu parlé. Il faut savoir qu'il y a encore une vingtaine d'années, l'anthracologie, c'était juste l'identification des essences, du hêtre, du chêne, de l'érable, etc. Et puis, c'est développé depuis les années, on va dire 2010, ce qu'on appelle la dendroanthracologie, c'est-à-dire l'étude des cernes de croissance, pour justement extraire des informations dont on a parlé aujourd'hui, la sylviculture, le climat, et puis aussi tout ce qui concerne les analyses chimiques, les effets de la carbonisation sur les isotopes dont on a parlé. Et puis, il y a de nouvelles technologies qui commencent à se développer. Alors, on parle beaucoup d'ADN, mais c'est un problème sur les bois parce que la carbonisation dégrade complètement l'ADN. Et l'intelligence artificielle qui commence tout doucement à être utilisée dans le milieu. Merci beaucoup Alexa de nous avoir fait découvrir ton métier et tes recherches. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. Retrouvez tous les épisodes sur vos applications de podcast préférées et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous.